Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau Cool Old School. Si vous avez rejoint la chaîne récemment ou que vous ne savez pas de quoi je parle, ça vaut la peine un peu de revenir à la base. Les Cool Old School, en fait, ce sont des critiques, mais un peu différentes de celles que je fais habituellement. Dans les critiques, on va dire plus classiques, j'y vais surtout avec le thème, le fond, la forme, le système de jeu, mon avis personnel, un petit mot sur le visuel. Mais pour les cool old school, en fait, ce sont des critiques qui sont orientées exclusivement pour les modules dits old school, mais des modules qui peuvent être récents, en fait, des modules OSR, comme j'ai fait avec Le Secret du Rocher Noir ou encore justement Les Salles du Roi Sanglant, deux aventures qu'on a également animées sur la chaîne. Mais là, pour celle-ci aujourd'hui, inquiétez-vous pas, ce n'est pas nécessairement un. Comment je pourrais dire? C'est pas nécessairement un annonciateur de ce qui s'en vient sur la chaîne, même si les deux exemples précédents ont démontré le contraire. Mais je voulais vraiment prendre le temps de vous parler aujourd'hui d'un module que j'ai lu et que j'ai trouvé absolument incroyable et que je ne pouvais pas passer à côté, en fait, de celui-ci. Et je trouvais qu'il était tout à fait approprié pour le Cool Old School parce qu'il est aussi très différent des autres modules que j'ai abordés par le passé. Il s'agit de Kidnap the Archpriest. L'archiprêtre, chef de l'Église, a défié une convocation de la capitale immortelle et vous avez été choisi pour ramener le pontife récalcitrant. C'est ça le pitch, c'est tout. C'est ça, Kidnap the Archpriest, ou on va traduire en français Kidnapper l'archiprêtre. Mais vous ne devez pas nécessairement vous laisser berner par ces courtes descriptions. Ce n'est que l'avant-goût, en fait, de ce que peut proposer cet incroyable module qui mélange parfaitement, on va dire, utilité et prise en main. Parce que c'est ça avant tout. Oui, c'est une très bonne aventure, mais c'est surtout vraiment un superbe exercice sur comment, en fait, comprendre comment animer un cambriolage, un enlèvement. Kidnap the Archpriest, on va dire ça comme ça avec mon bel anglais, c'est justement ma troisième critique, Cool Old School, et je vais aborder en fait surtout certains aspects précis, on va dire certains thèmes ou certains éléments qui sont vraiment très importants ou intéressants pour on va dire les modules old school. Avant d'aller plus loin, ou du moins avant de vraiment continuer la critique, ça vaut la peine un peu de revenir à la base. C'est une aventure en fait de Scarpel, je sais pas du tout comment le prononcer, qui est un auteur indépendant qui est très reconnu sur la scène justement OSR parce que, en fait, il a sorti quelques modules, mais c'est quelques modules qui ont frappé très fort, dont surtout, comment il se nomme déjà, Tomb of the Serpent King, donc la tombe du roi serpent, qui est comme considéré par plusieurs comme étant un des meilleurs donjons d'initiation dans le genre old school. Et en fait, Kidnap the Archpriest, c'est une aventure d'intrigue politique avec une légère teinte catholique, si je peux me permettre l'expression, qui vous apprend justement à gérer complètement un enlèvement, l'enlèvement en fait du pontife, tout en préparant le dit enlèvement. Et ça place ainsi vos joueurs dans une nouvelle ville, un lieu qu'ils vont visiter, où ils doivent prendre connaissance de la situation politique en place, de la situation géographique, puis exécuter finement un plan qui servira justement à kidnapper la figure la mieux protégée de la cité. Il dispose d'environ, on va dire, 48 heures de temps de jeu pour réussir, alors que justement, l'archiprêtre en question s'apprête à quitter la ville. C'est important de mentionner, c'est intéressant ça parce que ça fait partie un peu des petits éléments à l'extérieur, qu'on peut en apprendre un peu plus. Le module s'inspire d'événements historiques réels. En 653, le pape Martin Ier fut enlevé par l'empereur byzantin Constant à la suite d'un différend doctrinal, et en 692, le pape Serge Ier faillit également être enlevé, mais fut sauvé par un soulèvement populaire, une diplomatie ratée et une guerre assez malheureuse. Donc c'est vraiment basé un peu sur ces événements-là, et même que le module, l'espèce de château que vous pouvez explorer, est basé sur le Castel San Gelo, qui faisait partie également de l'histoire à cette époque-là. Donc, dans l'aventure, vous avez des descriptions, les personnages, nos joueurs, les liens que vous pouvez faire entre ceux-ci, bien entendu. Il y a également aussi la carte de la ville qui est disponible, ainsi qu'une pléthore de lignes directrices qui vous permettent en fait de gérer justement la planification et l'exécution de l'enlèvement en question. Mécaniquement, c'est neutre. Donc, il n'y a pas vraiment de système qui est utilisé de base. C'est système, ils disent systemless, et même à un certain point, c'est settingless aussi.
Donc, univers neutre, mais je vais y revenir tout à l'heure parce que ça fait partie des éléments que je trouve qui sont intéressants et forts dans le module. Parce que oui, il y a certains critères qui vont revenir, ou du moins qui sont peut-être récurrents de mes critiques à une autre, que ce soit une critique, on va dire old school, une critique classique. Mais si jamais ça vous intéresse pour connaître vraiment c'est quoi les différents points que je peux aborder dans une critique old school, je vais vous laisser dans la description de cette vidéo un lien, en fait, qui vous permet de télécharger une espèce de petite image PNG que j'ai fait, où je mentionne, en fait, les différents points en question. Je ne passe pas en revue tous les points, je ne fais que ressortir ceux qui sont, à mon humble avis, les plus forts dans le module en question. Maintenant, à partir de là, avec ce constat et en reprenant les critères habituels, qu'est-ce qui ressort de l'aventure en soi? Eh bien, on commence avec la plus grande force, selon moi, une de ces deux plus grandes forces, on va dire, c'est l'écriture et la mise en page. Le module part du principe que votre groupe, en fait, veut quand même, ils veulent tenter l'expérience de planifier et d'exécuter un enlèvement. Et en fait, c'est une boîte à outils complète pour justement vous donner tous les conseils nécessaires et tous les outils pour mettre en pratique cet enlèvement-là, mettre en pratique des techniques pour pouvoir orienter les joueurs et les personnages plutôt vers les bons lieux et les bons endroits sans nécessairement non plus les tirer par le nez. Ça met vraiment l'accent sur la fonctionnalité et la polyvalence. C'est ça en fait la grosse force de ce module-là. Vous avez tout à votre portée pour animer l'aventure avec une préparation qui peut se faire quand même au même moment où vous jouez le module. C'est assez incroyable selon moi, mais il faut quand même faire attention parce que même si je dis que l'aventure elle est présentée ainsi, elle est présentée comme étant la possibilité d'animer et de l'animer et de l'apprendre en même temps. Et je pense que ça peut se faire. Cependant, j'ai l'impression que malgré tout, ça demande tout de même une prise en main par un maître de jeu qui est habitué à du moins animer un module préécrit. Parce que j'ai l'impression que ça peut quand même être assez complexe à un certain niveau de devoir jouer et apprendre en fait le concept du cambriolage, de l'enlèvement en même temps qu'on le vit avec les joueurs. Donc c'est à mentionner, c'est aussi quelques commentaires que j'ai vus en ligne, mais sinon pour le reste, ça demeure que c'est de limpidité incroyable et d'une très grande facilité à prendre en main à partir du moment où est-ce qu'on sait un peu où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on fait avec cette aventure-là. Et là, je me permets un peu une petite parenthèse à ce niveau. Souvent, ça fait partie des éléments, on va dire, sur certains groupes de jeux. Je vois des commentaires assez péjoratifs envers ce qu'on appelle justement des aventures préécrites. C'est des modules qui existent déjà, chose que j'adore. Comme quoi, rien ne peut vraiment battre en fait les propres idées du meneur de jeu et que les aventures préécrites sont trop contraignantes, trop railroadées, comme on dit. C'est vraiment une ligne directrice. Déjà, de prime abord, là, je m'excuse si je peux en insulter peut-être, là, mais je trouve qu'il faut avoir une estime de soi absolument démesurée pour croire que toutes les idées possibles et imaginables d'un module ne peuvent jamais être plus intéressantes que celles qu'on pense développer nous-mêmes. Oui, c'est le fun de développer soi-même, mais c'est aussi très bon d'aller s'inspirer ailleurs. Tout nous inspire, qu'on le veuille ou non, qu'on en prenne conscience ou non. Il y a toujours une partie d'inspiration qui provient d'ailleurs et les modules peuvent servir aussi à ça. Même si vous ne l'animez pas comme tel, vous pouvez aussi vous inspirer de ce qu'il vous propose. Et deuxième chose, en fait, en lien toujours avec ce module-là, mais aussi ma petite colère, ma petite grogne personnelle envers les gens qui sont peut-être moins appréciatifs de ce type de produit, c'est ce type de module-là, oui, comme je l'ai mentionné, l'aventure est cool, mais ça vous permet justement à apprendre à gérer ce type d'aventure-là avec un objectif assez clair, mais tout le reste, c'est bac à sable total. Le contexte est établi, qui, comment, quand, mais il n'y a rien qui force les personnages à agir de telle façon ou de telle manière pour arriver à leur fin. Ils peuvent tenter d'accomplir le tout à la gun blazing, c'est rentrer dans un endroit et commencer à tirer armes sorties. Ils peuvent tenter d'infiltrer les lieux, espionner, corrompre, faire chanter. Tout est possible et tous les outils sont là pour ça. Et l'écriture, eh bien, elle est concise, elle est pertinente, désolé. Elle est percutante également parce qu'elle décrit exactement ce qu'il faut savoir, un peu comme le fait Alexandre Kobayashi dans ses aventures, ça me donne un peu cette impression-là, pour évoquer justement des lieux et donner une impression, des avis aux personnages non joueurs que les personnages peuvent rencontrer. Il n'y a rien qui est gaspillé, tout est essentiel, tout est utile, il n'y a pas un mot de trop.
Et dans ce même esprit-là, l'aventure est, selon moi, justement facile à utiliser alors que vous, même si vous vous préparez d'avance, l'assimilation se fait très bien, l'accumulation d'informations se fait très bien, et la manière que c'est présenté, la manière que c'est affiché, c'est vraiment super facile de s'orienter à l'intérieur et de même suivre des petits conseils qui sont destinés aux meneurs et afin de les, on va dire, de les rediriger vers des styles précis. On veut vraiment apprendre comment gérer un style d'un cambriolage. Eh bien, Monsieur Scarpel, que je prononce encore une fois de manière horrible, eh bien, réussit à nous donner justement des petits blocs de texte ici et là qui sont éparpillés dans l'ouvrage afin qu'on puisse vraiment comprendre à qu'est-ce qu'on s'attend d'une aventure de ce genre, à quoi est-ce qu'on s'attend lorsqu'on joue un cambriolage, et même aussi des sous-sections du cambriolage en soi, dans le sens où qu'est-ce qu'on s'attend lorsqu'on, par exemple, on discute ou on échange avec des personnages non-joueurs pour accumuler de l'information, des choses comme ça. Mais ça demeure que c'est très libre. Les joueurs font ce qu'ils veulent. Donc, c'est une forme de chaos, mais c'est un chaos contrôlé, alors que le bac à sable est quand même bien délimité dans lequel, justement, les personnages doivent agir, et ils doivent agir parce que ça demeure qu'ils ont seulement 48 heures. Ils ont 48 heures pour pouvoir accomplir tout ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire enlever le pontife, mais pour le reste, c'est libre à eux de décider comment est-ce qu'ils s'y prennent. Vous pouvez animer cette aventure-là 5 fois. Les 5 fois, ça va se dérouler de façon complètement différente. Et pour moi, c'est un des plus gros points forts et c'est quelque chose d'assez impressionnant, de mon humble avis, sur la manière dont ce bac à sable-là a été présenté et de la manière aussi qu'il est, on va dire, intuitif à utiliser pour pouvoir gérer tout ce qui peut se dérouler autour des personnages. Et je vais vous donner un exemple très concret que je trouve qui démontre très bien, en fait, la richesse du module, autant dans sa mise en page, dans sa façon de partager l'information, mais aussi également dans sa facilité, dans sa prise en main, mais aussi dans son originalité. C'est le fait que dans le module, il y a une table qui présente en fait l'emploi du temps de la plupart des personnages non-joueurs importants dans l'aventure à chaque heure de la journée. Donc, il y a vraiment un lieu, là, je vous montre comme ça, mais ça ne vous dit rien, je vais faire apparaître à l'écran une petite image quand même, où est-ce que vous avez dans le fond les différents événements majeurs qui peuvent se dérouler durant ces 48 heures-là, les différents personnages qui sont importants, donc que ce soit, par exemple, certains moines que les personnages peuvent rencontrer, certains prêtres, des cardinals ou des badauds dans le village et tout ça, là, des marchands et autres. Et pour chacun d'entre eux, il y a une table qui est affichée et qui est comme découpée de façon vraiment, vraiment particulière, mais vraiment super bien pensée, où on nous dit qu'est-ce qu'il fait. Et selon en fait ce qu'il fait, ça nous oriente vers une page précise du module. Donc, si je prends par exemple, sûr comme ça peut peut-être rien vous dire, mais si je prends par exemple l'aventure, on va dire, ok, ici, le Père Lupin. Père Lupin, c'est je pense que c'est un des prêtres qui était en compagnie de l'archiprêtre, du pontife qu'on doit justement enlever. Il est dit que lors de la première journée, à l'heure 19 de la première journée, il dîne seul. Et ça nous oriente vers la page 15. Et il dîne seul, mais à partir de la 20e heure de la journée, il est à la réception du château, qui est à la page 3. Donc là, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme façon de présenter l'information, comme façon d'afficher, en fait, tout ce qui peut se dérouler au même moment, à la même heure, mais selon des points de vue et des personnages différents, et selon où est-ce que les personnages joueurs se trouvent à ce moment-là aussi. Et juste pour montrer un exemple, c'est que souvent, même que c'est divisé en fait de façon logique, où est-ce que les prêtres sont ensemble, les cardinaux sont ensemble, et les marchands sont ensemble, par exemple. Donc, il y a quand même la possibilité de se dire, si tel personnage est à son échoppe, par exemple, à 10 heures, eh bien, il y a des forts probablement que l'autre personnage qui est écrit juste à côté soit aussi à son échoppe à 10 heures. Mais s'il n'est pas à son échoppe, il va être mentionné, il va être où? Il va être, par exemple, je pense, par exemple, il va être dans sa routine matinale. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour ce personnage-là précis, mais il y a l'option de la routine matinale, et même qu'il y a des petits encadrés qui sont gris, qui sont plus sombres, qui, justement, expliquent, en fait, ça démontre toujours la même chose, c'est que les personnages dorment. Donc, il y a des moments dans la journée où un personnage peut dormir, et je trouve ça quand même assez logique aussi, du point de vue un peu médiéval, fantastique, on va dire, un peu réaliste dans le contexte où
les nuits ne sont pas nécessairement d'une seule durée. C'est pas comme un 8 heures de sommeil pile poil. Il y a on va dire des cardinaux et des personnages qui vont avoir des sommeils qui sont entrecoupés dans une journée parce que bien ils ont des choses à faire aussi la nuit où ils ont justement un sommeil très court. Donc ils vont maximiser des courts moments de sommeil pour pouvoir rester éveillés le plus longtemps possible. Et ça, je trouve que c'est une incroyable façon de faire pour présenter, en fait, quand c'est une aventure qui est justement basée sur le social, sur l'échange, sur les interactions, mais aussi justement sur le timing, sur le momentum. À quel moment les personnages vont se rendre à tel endroit et lorsqu'ils atteignent tel endroit, qu'est-ce que ça signifie? Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est aussi des informations intéressantes parce que c'est des informations que les personnages peuvent peut-être éventuellement apprendre. Ils peuvent apprendre éventuellement que à telle heure de la journée, le pontife, il est là. Il est dans son bureau avec un chandelier au-dessus de sa tête qui demande juste à être coupé pour pouvoir tomber sur-dessus le coco, même s'il faut le ramener vivant. Mais ça demeure qu'il y a la possibilité de connaître l'horaire du temps des différents personnages importants de l'aventure et de la façon que c'est présenté, pour moi, c'est idéal. Et on rajoute à tout ça de nombreux conseils pour le maître de jeu sur comment rythmer le nombre de personnages non-joueurs qui sont présents dans certains lieux, comment une certaine estimation de temps nécessaire pour accomplir différentes tâches et une liste de plans possibles d'enlèvement ou d'évasion que vous pouvez suggérer aux joueurs via un personnage non-joueur, par exemple. Et ça, je trouve que aussi que c'est très utile dans le contexte où les personnages peuvent ainsi apprendre un peu combien de temps ça prend de voir aller de endroit A à endroit B. C'est combien de temps ça prend de quitter le château afin de justement fuir à partir de tel endroit précis. Eh bien, ça fait partie des éléments qui sont mentionnés dans ce court ouvrage. Ça demeure que c'est vraiment pas un très gros livre, là, mais tout est présent afin que vous puissiez justement prendre en main de la façon la plus fluide et de la façon la plus facile possible un contexte de partie qui, on s'entend, c'est pas vraiment le truc nécessairement qui est le plus mis de l'avant dans les jeux de rôle, surtout des jeux de rôle old school. C'est ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que ça demeure que, même si c'est systemless, dans le sens qu'il n'y a pas de système de jeu qui est associé à ça, de la façon que c'est présenté, de la façon que c'est, on va dire, conseillé, outillé, ça demeure que c'est très old school, vraiment à la bonne franquette, avec des suggestions d'utilisation de systèmes de jeu qui pourraient être pertinents pour ce type, en fait, d'aventure-là. Mais une aventure de cambriolage, de vol à la Ocean Eleven et autres choses du genre, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Et cette aventure-là le fait merveilleusement bien parce que justement, elle nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en action ce thème-là avec un ensemble de règles qui va justement être plus minimaliste ou simple ou old school. On y va avec un autre point fort du module, toujours dans les critères d'évaluation, la saveur et le thème de ce dernier. C'est un cadre d'aventure isolé. C'est facile à insérer dans n'importe quelle campagne qui n'est pas nécessairement centrée sur l'Église, là, parce qu'on s'entend que les personnages doivent être un peu contre l'Église pour pouvoir accepter ce type d'emploi-là. Et la campagne, en fait, justement, peut être adaptée également, comme le fait mention l'auteur au tout début de la partie. Il propose différentes mises en contexte qui peut s'adapter selon vraiment le style de jeu que vous faites, que ce soit par exemple dans le futur post-apocalyptique ou même que ce soit dans un univers gothique futuriste à la Warhammer 40 000. Il y a différentes propositions de mise en place et de la façon que c'est présenté, de la façon que c'est affiché, que ce soit la description de la ville, qui est d'ailleurs, elle s'appelle la ville de Tulle, que ce soit justement les personnages non-joueurs que les personnages peuvent rencontrer, eh bien c'est très facile d'adapter d'un setting à un autre. Et là, juste pour vous donner un exemple, parmi les nombreux, ce qu'on appelle les setting adjustments, donc on va dire le changement de mise en contexte, il y a par exemple le post-apocalyptique, justement. C'est le tyran de l'eau, donc quelqu'un qui va garder tout l'eau pour lui, qui reste dans son château tout rouillé, et vous devez le capturer vivant si possible. Et si vous le faites, eh bien, vous allez devenir des Lords of the Wasteland, donc des seigneurs des terres désolées. Un autre exemple, par exemple, ils disent Sword and Planet, donc vraiment à la John Carter sur Mars, par exemple. Eh bien, c'est vous devez trouver le tyran de Neptune, Xixit, et le ramener de son château, de son palace de glace sur la lune de Triton, et de le ramener sur Mars. C'est
un exemple parmi tant d'autres, mais c'est très facile justement d'adapter, de changer la mise en contexte parce que la force, on va dire l'utilité du module n'est pas nécessairement son contexte, mais plutôt les idées, les thèmes qui sont véhiculés, de la façon que c'est présenté, de la façon que vous allez le mettre en action, mais aussi également justement le contexte, l'idée de l'enlèvement dans une ville sainte, le contexte qui requiert à que ce soit un petit groupe de personnages qui doivent se coller à une tâche dans un lieu qui leur est clairement hostile, ils doivent être incognito, des anonymes dans une grande cité avec un dessin précis. C'est vraiment original, c'est vraiment bon et ça donne vraiment le goût de sauter dedans. Tu lis cette aventure-là et tu as le goût de l'animer, tu as le goût de la jouer. J'ai le goût de l'animer même si je sais qu'il va falloir que je me calme parce que là j'ai vraiment pas le temps et ça fait partie, selon moi, de ces forces-là. Je sais que certaines personnes sont plus orientées sur des univers qui sont vraiment préétablis, complexes, avec plusieurs personnages avec lesquels on peut interagir et tout ça. Et je peux également apprécier ce type d'aventure-là, mais par contre, je ne peux pas réfuter que j'ai vraiment un amour assez prononcé pour tout ce qui est univers peu établi, assez tableau blanc, dans lequel on peut tracer ce qu'on veut, mais qui, justement, nous délimite un contexte ou des idées précises, ou du moins une mise en situation vraiment spécifique, comme on le voit dans l'aventure, dans celle-ci, qui est justement d'aller capturer un pontife, de le ramener vivant et de le ramener devant la justice, si possible. Et moi, je trouve ça fort. Et finalement, le dernier point que je voulais aborder pour cette aventure, c'est quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un avec qui on peut échanger. Et alors que peut-être dans d'autres modules, comme justement les salles du roi sanglant, ça demeurait que c'était très dungeon crawl, même s'il y avait certains personnages non-joueurs avec qui on peut échanger, ce n'était pas nécessairement le point central de l'aventure. Bien dans Kidnap the Archpriest, dans Kidnapper l'archiprêtre, l'échange social, on dirait les dialogues, en apprendre un peu plus sur les personnages non-joueurs avec qui on va parler, c'est très central à l'aventure et c'est aussi très bien fait. Et ça revient un peu aussi à l'autre point sur la mise en page et la façon dont l'information est partagée. Dans le module, en fait, chaque personnage non-joueur qui est important va être présenté avec son nom, son apparence, sa voix, ce qu'il veut, sa moralité, son intelligence, ses caractéristiques de façon, on va dire, générale, dans le sens où à quoi est-ce que vous pourriez vous attendre comme type de caractéristiques dans une partie qui serait adaptée à votre système de jeu, et à quel endroit où est-ce qu'il loge ses appartements. Et là, il y a une petite description du personnage en question, un peu plus complète, mais de cette façon-là, vraiment en plus c'est présenté un peu comme en espèce de colonne, en colonne de 3, où on a vraiment toutes les informations les plus pertinentes à utiliser au besoin, et très rapide aussi à prendre en considération. C'est concis, encore une fois, c'est très clair. Les personnages sont complets, sont complexes, ils ont tous un peu leur petit quelque chose, leur petit twist. Même les personnages les plus fades, parce que oui, il y en a dans l'eau, on s'entend, c'est pas tous des espèces de jokers qui vont faire des cabrioles puis des trucs intéressants avec des grands secrets enfouis un peu edgy. Là, on est très loin de ça. Là, ça reste que le contexte est très low fantasy, même à la limite justement de l'historique. Mais chaque personnage, même justement les plus banals, ont quand même leur petit quelque chose. Et là, je vais prendre par exemple le cardinal Gumsteed. Cardinal Gumsteed, qui a l'air d'être un homme quand même assez sympathique, je ne sais pas encore, c'est ce que je vais découvrir. Il dit son apparence, il est une apparence d'un quelqu'un qui a vraiment comme, ils disent, le visage qui ressemble à un jambon bouilli, fait qu'il est comme vraiment rouge la face. Rouge la face, sa voix, il va crier des questions. C'est comme ça qu'il parle. Il va toujours crier des questions. Ce qu'il veut, il veut devenir l'archiprêtre un jour. Il n'est pas vraiment picky à propos de la méthode. Donc, dans le fond, ça ne lui dérange pas, peu importe la façon qu'il va le devenir. L'important, c'est qu'il le devienne éventuellement. Et il veut, en fait, ils le décrivent comme étant une étoile filante qui est prêt à tout pour ne pas perdre, mais qui peut justement tout perdre très rapidement parce que justement, il peut se lancer tête baissée dans les opportunités, dans le danger pour pouvoir monter sur l'échelon de l'Église et peut-être éventuellement devenir l'archiprêtre. Sa moralité, il n'en a pas. Intéressant. Son intelligence, il est plus intelligent que le paysan, mais beaucoup plus idiot que le cardinal Delver, qui est un autre cardinal qu'on peut rencontrer, et il le sait qu'il est plus idiot que le cardinal Delver. Ses caractéristiques sont équivalentes à celles d'un noble,
Donc, dans votre partie, le système de jeu que vous allez utiliser, il y a des bonnes chances que vous ayez quelque part des caractéristiques d'un noble, qui est souvent dans des personnages non-joueurs les plus couramment présents dans les descriptions des créatures et autres personnes que les joueurs peuvent rencontrer. Donc, un noble, c'est ses caractéristiques à lui. Et là, vous remarquez, il est un peu plus intelligent que le paysan. Si vous voyez que la caractéristique d'intelligence est un peu trop basse, vous pouvez l'augmenter un peu parce que ça demeure que ce n'est pas non plus le plus idiot du groupe. Et ses appartements, eh bien, il est dans le A2, qui est présent sur la carte A2, mais aussi mentionné à la page 13. Donc, voyez-vous, chaque personnage non-joueur est présenté comme ça. Chaque personnage non-joueur a son petit quelque chose. Et il est même aussi proposé des variantes pour pouvoir justement, si vous voulez un peu changer la donne sur les raisons qui poussent en fait à l'enlèvement de l'archiprêtre, vous pouvez trouver des raisons secondaires ou d'autres raisons qui peuvent expliquer le pourquoi de son enlèvement. Parce qu'à la base, c'est pas vraiment mentionné. Il y a quelque chose. L'archiprêtre doit se faire enlever. Il a eu un problème avec le pouvoir établi. Plus précisément, qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore ouvert aux possibilités, disons-le ainsi. Et la personne qui engage les joueurs, les personnages à accomplir le travail, eh bien, il ne va pas nécessairement immédiatement le mentionner. Donc, oui, les personnages non joueurs sont vraiment très intéressants et sont très aussi modulables selon le besoin et adaptables d'un contexte à l'autre. Donc, oui, Kidnap George Priest, c'est vraiment une superbe aventure. Et juste pour le mentionner, là, par exemple, quelque chose que je trouve vraiment très cool dans Skirpils, ça fait 3 fois que je nomme son nom, ça fait 3 fois que je le dis de façon différente. Il y a vraiment il met un détail, un souci à vouloir justement partager de l'information afin que celle-ci soit la plus facile à comprendre, qu'elle soit la plus facile à adapter et à donner aussi des trucs et des astuces pour pouvoir mettre en place certains types d'aventures. On comprend pourquoi Tomb of the Serpent King fait partie des modules les plus reconnus dans le milieu pour justement sa façon de présenter et d'expliquer en fait la mise en contexte et comment est-ce qu'on anime le tout. Mais dans Kidnap George Priest, par exemple, au chapitre 6, il y a une section qui se nomme Designing Heist, donc comment désigner un cambriolage. Et là, il y a, par exemple, il va mentionner les 4 points clés de cambriolage qui doivent être pris en considération, c'est-à-dire le temps, l'argent, l'information et l'opposition. Ces 4 points-là sont décrits. C'est les 4 points, on va dire, centraux à un cambriolage. Comment est-ce qu'on va gérer le cambriolage? Ces 4 points-là vont rentrer en ligne de compte. Et il y a 3 phases pour mettre un cambriolage en action. La planification, l'exécution et l'échappatoire. Donc, les 3 moments, en quelque sorte, les 3 moments clés qui peuvent servir à, disons, compléter une partie qui serait basée sur un cambriolage. Et il y a d'autres trucs qui vont continuer au fil de l'ouvrage vers la fin dans l'espèce d'annexe pour pouvoir expliquer aux maîtres de jeu comment animer le tout selon certaines variantes et selon certaines considérations. Kidnap George Priest, superbe aventure. Contexte cool, contexte le fun, mais surtout une incroyable boîte à outils, une incroyable session, on va dire scolaire presque, c'est éducatif sur la façon d'animer un cambriolage, sur la façon de jouer sur l'infiltration, de devoir gérer des rencontres sociales dans un temps établi alors que la pression et que le temps joue contre les personnages. Je ne peux que fortement recommander cette belle aventure dont je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez l'acheter. Elle est disponible en PDF, mais elle est aussi disponible en impression à la demande sur DriveThruRPG. Je ne vous le conseille, je peux juste vous le conseiller. C'est juste ça, mon point final. Je peux juste conseiller cette aventure-là. Je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà joué Kidnap the Archpriest? Est-ce que vous avez déjà animé Kidnap the Archpriest? Est-ce que vous avez déjà joué des aventures, des modules qui étaient
vraiment orienté sur le cambriolage, sur devoir infiltrer un lieu pour repartir avec quelque chose. Si oui, je serais curieux de savoir, vous pouvez le mettre dans les commentaires, m'en faire part, je serais très très curieux de vous lire. Sinon, bien entendu, je vous conseille de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas fait, un petit abonnement, bien entendu, ça vous implique pas grand-chose, excepté peut-être m'entendre parler. Bon, à la prochaine, au revoir.